Alors j'accueille le maire de Melitopol. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ivan Fedorov. Melitopol, c'est une ville située à 3 heures de route de Mariupol. Vous avez été enlevé le 11 mars par les forces russes et libéré le 16 mars grâce aux autorités ukrainiennes et russes qui ont fait un échange. Vous avez été échangé contre des militaires russes conscrits qui avaient été capturés par les forces ukrainiennes. Pourquoi comment les Russes ont-ils justifié votre enlèvement? Comment s'est passée votre captivité? Les Russes sont des criminels de guerre et ils ne justifient pas ce qu'ils font. Et ils sont venus dans ma ville avec la guerre et au début avec des bombardements à 200 mètres des habitations où dormaient les citoyens qui ne se doutaient de rien. Mais le but de mon enlèvement était le suivant. Les Russes pensaient qu'ils pouvaient gagner cette guerre en 2-3 jours, mais ils n'ont pas réussi. Maintenant, ça fait 1 mois, mais les Russes n'ont toujours pas trouvé aucun Ukrainien, aucun habitant de Melitopol qui soutiendrait la Russie en disant oui, on aimerait être russe. La dernière goutte pour les Russes, c'était lorsque Melitopol était complètement occupé et comme dans toutes les villes occupées, il y a eu des manifestations, des milliers de personnes sont sorties pour soutenir l'Ukraine. Je veux appuyer sur justement ça pour vous compreniez le courage des Ukrainiens parce qu'il y avait beaucoup de militaires, beaucoup de soldats russes qui faisaient face à ces personnes, mais les Ukrainiens avaient le courage de leur dire partez de là. Et c'est pour ça que j'ai été enlevée, pour montrer aux autres maires des autres villes ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, vous avez été très soutenu par la population civile, très soutenu par le président Zelensky, avec lequel vous avez échangé et qui vous a dit, alors je ne sais pas si vous faites partie de sa famille politique, puisque c'est quand même c'est une démocratie, il y a des partis politiques, mais est-ce que ça a compté ou ça s'est passé sur un autre terrain, du patriotisme, et vous avez échangé ensemble en disant, vous l'avez remercié de son soutien? Toutes les partis politiques ont cessé d'exister en Ukraine il y a 1 mois et demi lorsque la guerre a commencé. Maintenant, il n'y a que le peuple ukrainien qui est uni comme jamais. Donc, on ne parle plus de partis politiques. Je suis reconnaissant au président Zelensky parce qu'aujourd'hui, je suis libérée, mais il y a 29 collègues à moi qui sont derrière les barreaux et les Russes continuent à enlever tous ceux qui les gênent, qui les empêchent d'annexer l'Ukraine, notre pays, et qui les empêchent de mener la guerre en Ukraine. C'est pour cette raison que le président Zelensky, les Ukrainiens l'ont aussi découvert sous un autre jour parce qu'il est à Kiev et il dirige les opérations militaires. Il est président d'un pays qui est en guerre, qui défend non seulement les frontières de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe tout entière. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre ville aujourd'hui et aussi de celle de Mariupol? Vous avez des nouvelles, des informations qui en arrivent? J'ai des nouvelles de Melitopol parce qu'à chaque minute, je suis en contact avec ma ville et je sais ce qui se passe. Mais lorsque les Russes ont échoué de forcer les Ukrainiens à les aimer, ils procèdent à un génocide, puisque à Melitopol, il n'y a plus de produits alimentaires, il n'y a plus de
fioul, les Russes ne laissent plus passer les convois humanitaires. Pendant 3 jours, nous avons essayé d'envoyer un convoi humanitaire. Aujourd'hui, nous avons réussi, mais lorsque ce convoi est entré dans la ville, les Russes l'ont enlevé. Ils ne distribuent pas les vivres aux habitants de Melitopol. Les soldats russes que vous avez vus, et vous avez été capturés, vous avez été torturés, vous avez été interrogés, vous avez été maltraités. Les soldats russes que vous avez vus, est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ou est-ce que ce sont ceux qu'on décrit, des jeunes conscrits qui se retrouvent là un peu envoyés contre leur volonté ? Tout le monde comprend où ils vont. Ils vont tuer nos citoyens. Et sur leurs mains et sur les mains de dirigeants russes, ils ont le sang des milliers d'Ukrainiens, mais aussi d'enfants. Et tout le monde le comprend, donc il ne faut pas se cacher derrière cette excuse. Alors concernant les personnes contre qui j'ai été échangé contre les soldats qui sont venus quand même en Ukraine pour tuer les civils. Vous avez rencontré des responsables politiques français, vous êtes venu en France pour demander un soutien particulier ? Mon but principal, le but principal de ma venue en Union européenne, c'est la lutte contre la propagande russe. Parce que très souvent, les Russes disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils ont des bons médias, ils ont des contacts avec les diplomates, les hommes politiques partout en Europe. Et en Europe, pendant très longtemps, l'Europe avait des relations, très bonnes relations économiques, entre autres avec la Russie. Et mon but, c'est de prouver, de montrer ce qui se passe en Ukraine actuellement. Et je vous remercie de me donner cette possibilité aujourd'hui. Et je pense que tout le monde doit comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est la guerre entre la Russie, l'armée russe et tout le monde civilisé. Cela se passe aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine, mais si jamais l'Ukraine ne gagne pas, la guerre viendra dans les maisons européennes, dans les pays européens. Et tout le monde doit comprendre ça. C'est difficile à comprendre, mais il y a encore 1 mois et demi, il était envisageable que en 2022, il y aura des bombardements dans une ville européenne. La première chose qu'on doit faire, c'est se réunir, s'unir pour la victoire de l'Ukraine. Et nous attirons l'attention sur le fait qu'il faut aider l'Ukraine le plus possible. Et économiquement, et il faut penser aussi comment on va reconstruire l'Ukraine après la guerre. Et il faut soutenir les personnes ukrainiennes et les Ukrainiens qui étaient obligés de quitter l'Ukraine. Ils n'ont pas envie de rester vivre en Pologne ou en France. Ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils le feront dès qu'ils se sentiront en sécurité. Néanmoins, vous voyez bien, c'est le 36e jour de guerre. Il y a eu des sanctions inégalées contre Poutine, contre les oligarques, des sanctions économiques très importantes. Et pourtant, aujourd'hui, finalement, on en a parlé tout à l'heure, ça ne change rien. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que c'est le bon moyen aujourd'hui ? Bien sûr, c'est un bon moyen.
Ils ont entendu beaucoup trop longtemps pour prendre ces décisions. Ça ne fait pas... la guerre en Ukraine ne dure pas depuis un mois et demi, mais depuis 2014, lorsque la Fédération russe a occupé la Crimée, lorsque la Fédération russe a commencé la guerre dans le Donbass. Et malheureusement, la communauté européenne, la communauté internationale faisaient semblant qu'il ne se passait rien. Si en 2014, il y avait ces sanctions, comme aujourd'hui, on n'aurait pas la guerre aujourd'hui. Mais tout le monde doit comprendre que l'Ukraine paye aujourd'hui un grand prix pour son choix européen qu'elle a fait en 2014. Mais dernière question, d'une certaine façon, on entend Volodymyr Zelensky nous demander de rentrer encore plus en guerre avec vous. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ça déclenche un conflit mondial, un conflit nucléaire mondial ? Bien sûr, excusez-moi, mais je considère qu'il s'agit déjà d'une guerre mondiale, sauf que pour le moment, elle est concentrée sur le territoire de l'Ukraine. Et c'est justement le fait que la communauté internationale nous aide pourra aider à stopper cette guerre. Mais si on n'a pas d'aide ici, c'est pas stoppé, cette guerre pourra s'éteindre partout. Et ça, tout le monde devrait le comprendre. Vous avez des questions peut-être autour de la table, Catherine Gentil. Bien savoir comment vous envisagez votre avenir maintenant. Est-ce que vous comptez retourner en Ukraine le plus vite possible ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire après l'épreuve que vous venez de vivre ? Bien sûr que je retournerai en Ukraine, peut-être samedi, parce que je dois être à côté de mes électeurs, aux côtés des habitants pour aider dans l'évacuation, pour les évacuations, pour aider aussi pour obtenir des aides humanitaires. J'ai envie d'être aux côtés de mes concitoyens. Didier François. Moi, ce que je trouve intéressant et impressionnant, c'est de voir que peut-être que les Russes se sont trompés après 2015 et la Crimée, parce que Melitopol, Kherson, Berdiansk, ils ne trouvent aucun collaborateur, alors qu'ils s'attendaient peut-être à être reçus par des russophones, comme on dit. Et en fait, on voit que personne n'a levé le doigt pour vous remplacer, pas plus que le maire de Kherson, pas plus que le maire de Berdiansk. Nulle part, ils ne trouvent de collaborateurs. Ils n'arrivent pas à comprendre que la conscience ukrainienne a changé depuis 2014. Les Ukrainiens, ils ont épousé la vision européenne du développement. Les Ukrainiens veulent faire partie de la famille européenne. Et donc j'ai une question, pourquoi nous, un pays démocratique, nous sommes obligés de demander aux Russes ce qu'on doit faire. C'est notre choix et c'est un choix en toute conscience. Samantha de Bernard. Oui, le président Zelensky a proposé un éventuel accord de paix qui serait soumis à référendum pour tout le peuple ukrainien. Il semblerait que le président Zelensky soit aussi prêt à mettre la question de la Crimée de côté pour une quinzaine d'années pour être discuté. Et il semblerait aussi qu'il serait prêt à accepter que les troupes russes se retirent aux frontières d'avant le 24 février. Et dans quel cas, le Donbass qui était sous contrôle russe avant le 24 février continuerait à être sous contrôle russe. Comment envisagez-vous l'avenir de l'Ukraine ? Pensez-vous qu'un tel référendum approuverait l'accord de paix de Zelensky et pensez-vous que l'Ukraine peut survivre comme État démocratique avec les tensions qui risquent d'y exister si un tel accord de paix est accepté ? Toute guerre se termine.
il y a deux solutions, soit par voie militaire, soit par voie diplomatique. Aujourd'hui, lorsque nous parlions de la signature de ces accords, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de capitulation de l'Ukraine. Personne dans le monde ne pensait que l'armée ukrainienne pourrait tenir ne serait-ce qu'un mois. Mais nous n'avons pas seulement tenu, nous avons stoppé l'agression russe, donc il ne peut pas avoir de capitulation. Le président Zelensky ne dit pas que la question ne sera pas évoquée, mais justement la question, il dit juste qu'il n'y aura pas de guerre sur ces territoires. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la Crimée ne nous appartienne pas. La Crimée est ukrainienne et le Donbass est ukrainien. Mais nous devons comprendre que chaque jour, il y a des civils qui meurent, il y a des militaires qui meurent. Il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter la guerre, c'est Poutine. S'il en a envie, la guerre s'arrêtera aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui sommes venus sur le territoire de la Russie avec la guerre. Nous sommes sur nos terres et nous allons la défendre. Mais on doit quand même continuer à négocier. Nous devons continuer. Mais est-ce que Poutine va accepter les conditions? Nous verrons bien. Mais il ne s'agira jamais d'une capitulation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint de Melitopol, Ivan Fedorov. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et ce témoignage important que vous avez délivré ce soir sur notre plateau. Merci.